Le retour du Mali au G5 Sahel est réclamé par le président mauritanien. Nous en parlerons dans un instant, sans oublier la force militaire de la CEDEAO. Les exploitants agricoles ont été reçus par le PDG de l'Office du Niger dans le cadre de la campagne agricole 2022-2023. 5 morts suite à une attaque terroriste dans le sud-ouest du Niger. Merci de votre constante fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La CEDEAO a fait part de la création d'une nouvelle force militaire pour intervenir dans les pays membres en crise. Et le G5 Sahel, à travers le président mauritanien, réclame le retour du Mali au sein du G5 Sahel. Sur ces deux questions d'actualité, nous nous sommes entretenus avec Dr Ali Tunkara du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel qui nous donne son point de vue. Pour notre analyste, la création de la force militaire antiterroriste et anti-coup d'État de la CEDEAO risque de ne pas aboutir. C'est vrai que depuis décembre passé, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait décidé de mettre en place une force à la fois antiterroriste et anti-coup d'État. Sauf que cette force avait déjà trouvé une ancienne qui peine à être opérationnelle, laquelle ancienne force était censée réunir plus de 3000 hommes issus des pays membres de la CEDEAO afin de venir en aide aux autres pays membres. Sauf que l'opérationnalisation de toutes ces forces risquerait d'être perçue comme une sorte de mythe quand on sait que pour la première force, il avait été convenu de mobiliser un montant d'1 million de dollars en vue de rendre cette force en attente de la CEDEAO opérationnelle. Mais jusqu'ici, malheureusement, ni les pays membres de la CEDEAO, ni les États contributaires se sont acquittés du montant demandé. Donc pour dire que la nouvelle force antiterroriste, force anti-coup d'État, risquerait de connaître le même sort que la force en attente de la CEDEAO. Clairement, une des difficultés, à titre d'exemple, de loger des putschistes lorsque un coup d'État venait à être consommé dans un pays, résiderait dans le fait que très souvent, au lendemain d'un coup d'État, il y a une sorte de ferveur populaire en faveur de putschistes. Vouloir imaginer, même réaliser une intervention militaire, ce serait un peu utopique. On sait que très souvent les différents coups d'État sont quand même applaudis et bénéficieraient d'ailleurs d'un soutien populaire. Donc je pense que au-delà des intentions loyables d'asseoir une gouvernance démocratique vertueuse, vouloir à tout bout de champ mettre un terme à des instabilités politiques par un coup de force, ce serait de méconnaître les raisons qui sous-tendraient ces différents coups d'État à travers les pays membres de la CEDEAO. Toujours selon lui, le retour du Mali au sein du G5 Sahel risque d'être très difficile suite à plusieurs enjeux. Alors, les conditions qui ont caractérisé le départ du Mali de la force du G5 Sahel ou du G5 Sahel de façon générale, si ces conditions venaient à être remplies, rappelons quand même que la présidente devait revenir à l'État du Mali, il a été privé de cette présidence, l'État du Mali. De même également, les autorités maliennes trouvent que les différents fonds qui appartiennent à cette organisation régionale ou sous-régionale sont des fonds qui restent détenus par des sociétés de prestations étrangères. Tout cela constituerait le pourquoi le Mali a décidé de mettre un terme à sa participation à l'organisation du G5 Sahel. Maintenant, c'est vrai, il y a des démarches qui souhaiteraient que le Mali revienne dans le concert du G5 Sahel. Mais aujourd'hui, il n'est pas du tout évident au regard de la brouille diplomatique entre le Mali et un certain nombre de pays contributeurs ou donataires au compte du G5 Sahel, au regard d'ailleurs de ces sentiments suspicieux
que l'État du Mali entretiendrait vis-à-vis de certaines forces étrangères, ce sont ces facteurs, entre autres, qui nous laissent entendre qu'un retour imminent du Mali dans l'espace du G5 Sahel serait une hypothèse difficilement soutenable pour qui connaît les enjeux que je viens d'évoquer. Alors, si l'organisation avait été mûrie, pensée par les pays et même avec une moindre interférence des pays tiers, effectivement, peut-on saluer son existence. Mais rappelons quand même que depuis les années 70, il y a l'autorité Liptako Gourouma qui réunit le Mali, le Burkina Faso et le Niger, laquelle autorité a quasiment les mêmes missions à accomplir que les G5 Sahel. Beaucoup d'observateurs en son temps, 2013-2014, avaient quand même fait le parallèle au lieu de créer un nouvel organe. N'est-il pas nécessaire déjà de booster l'existant qui est l'autorité Liptako Gourouma? Mais c'est là qu'on comprend aisément qu'au-delà de ces besoins sécuritaires, au-delà de cette nécessité de conjuguer les efforts ou de mutualiser les moyens et les efforts, et c'est quand même important de ne pas voir que la dimension sécuritaire dans les G5 Sahel. Il y a malheureusement des positionnements géopolitiques, géostratégiques dont certaines puissances font l'objet. D'où ce sentiment sceptique né chez un nombre important d'observateurs quant à un futur grandiose de cet organe du G5 Sahel. Les exploitants agricoles ont eu l'opportunité d'exprimer leurs nombreuses préoccupations lors d'une rencontre avec le président directeur général de l'Office du Niger sur la campagne agricole 2022-2023 en cours. L'événement a réuni les autorités traditionnelles, les délégués des comités paritaires, les chefs de zone de production à Djabali dans la zone de production de Kounoumari et Ndembougou. Aïssata Touré. Au cours de ces rencontres, la parole a été donnée aux participants afin qu'ils puissent évoquer leurs points de vue et préoccupations. En zone office du Niger, les exploitants agricoles s'activent pour la campagne agricole avec la préparation des sols, l'installation des périmètres, les apports d'engrais, le repiquage, etc. Et l'eau est une ressource fondamentale qui permet d'irriguer les périmètres aménagés pour la production agricole. Le conseiller du chef de village de Gomakoura, Bakari Katile, a fait savoir que chaque année, au début et à la fin de la campagne agricole, les exploitants agricoles sont confrontés à des difficultés d'accès à l'eau dues à des phénomènes exogènes qui impactent leurs activités. Sans l'eau, il n'y a pas d'agriculture, a-t-il rappelé. L'exploitant Moussa Bouari de la zone de Ndebougou s'est dit rassuré par les explications fournies par les responsables de l'Office du Niger concernant l'insuffisance d'eau dans certaines zones de production. On a compris qu'il faut une pluie régulière pour favoriser l'accès à l'eau. J'ai été la semaine dernière à Markala constater de mes propres yeux le faible niveau d'eau au niveau du barrage. Ainsi, j'ai compris que l'Office du Niger n'est pas à l'origine des difficultés que nous constatons dans la fourniture d'eau pour l'irrigation correcte de nos parcelles, a témoigné Moussa Bouari. Abdoulaye Koulibaly, membre du comité paritaire de la zone de production de Kounoumari, s'est réjoui de cette visite du PDG de l'Office du Niger pour échanger avec les exploitants agricoles. De Sokolo en passant par Alatouna et Dogofri, le problème d'eau se pose, mais nous sommes désormais réconfortés, a-t-il laissé entendre. Abdoulaye Koulibaly a salué les actions vigoureuses entreprises par le PDG de l'Office du Niger pour le bien-être des agriculteurs. Son souhait ardent est que la cadence de distribution des engrais subventionnés s'accélère. De son côté, la présidente de l'association Benkadi, Sirandou Diallo, a souhaité la fin des travaux d'aménagement de la route à Djabali pour faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens. Le directeur de la gestion de l'eau et de la maintenance du réseau hydraulique, Bouki Kone, a rappelé que le réseau d'irrigation de l'Office du Niger, long de près de 12 000 km, donc assez dense, doit envoyer de l'eau partout dans les périmètres aménagés. Une tâche assez délicate qui a nécessairement besoin de l'accompagnement de la pluie. Toute irrigation, fût-elle en maîtrise totale de l'eau, a besoin d'être complétée par la pluie pour plus d'efficacité. Nous avons acquis un léger retard
par rapport à l'observation de la pluie. Cela perturbe un peu les irrigations. Cette situation est constatée dans les coins les plus reculés du réseau. Autrement dit, les casiers, les vannes, a-t-il révélé. Cette année, les engrais sont distribués aux exploitants agricoles installés dans des casiers, hors casiers et baux à raison de 3 sacs par hectare. Chaque directeur de zone a reçu ses carnets de livraison provisoire d'engrais subventionnés et mis en place une commission qui est fonctionnelle une fois que la caution est établie par l'encadrement technique et que chaque signataire signe l'autorisation d'achat. L'exploitant agricole peut aller au niveau de son fournisseur pour s'approvisionner en engrais, a expliqué le directeur Jimé Sidibé. Les exploitants agricoles ont apprécié les échanges francs entre eux et le directeur de l'Office du Niger qui ont permis d'apporter des éclaircissements à leurs préoccupations pour le bon déroulement de la campagne agricole. Il espère le maintien du cap pour que les champs fleurissent d'espérance et que les cœurs vivent de confiance en toute sécurité pour une meilleure production agricole pour assurer la sécurité alimentaire dans notre pays. Le gouvernement, à travers l'ANPE, décide d'atténuer la souffrance des Maliens qui travaillent au sein de la MINUSMA. En effet, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi demande à toutes les personnes ainsi qu'au personnel de sociétés de prestation de services ayant travaillé sous contrat avec la MINUSMA de bien vouloir se déclarer et se faire enregistrer dans les directions régionales de l'ANPE à Bamako, Mopti, Gao, Kidal et Menaka. En effet, après l'annonce du départ de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, qui sera actée le 30 décembre prochain, les autorités de la transition malienne ont annoncé des mesures pour atténuer la souffrance des Maliens employés par l'organisme. En conséquence, l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, à travers un communiqué datant du 10 juillet 2023, demandait aux personnes et aux sociétés de prestations ayant travaillé sous contrat avec la mission onusienne d'aller se déclarer et de se faire enregistrer dans ces directions régionales de Mopti, Gao, Tombouctou, Menaka, Kidal et dans le district de Bamako, munis de la copie de leur contrat. Force était de constater que jusqu'à la date de leur départ annoncé, la MINUSMA comptait à son sein 859 Maliens sous contrat et la majeure partie de ces contrats étaient des CDD, contrats à durée déterminée, de 6 mois non renouvelables. À noter également que beaucoup parmi ces employés vont en conséquence retourner au chômage. Et ce sont des pères de famille qui étaient exploités et malmenés sur leur propre terre par une mission fantôme qui faisait semblant de nous aider à arranger les briques dans la journée et pendant la nuit, venait tout casser pour disparaître avant l'aube. Cette mission onusienne, au fil du temps, ne faisait que sortir du cadre des objectifs qui lui sont assignés. D'une mission d'assistance sécuritaire et de veille sur les populations, elle s'est transformée en une mission humanitaire avec un seul but, faire révolter le peuple contre les autorités. Les rideaux sont tombés sur la Biennale artistique et culturelle édition 2023 à Mopti. La cérémonie de clôture a eu lieu ce dimanche 16 juillet dans la Venise malienne sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga au stade Barema Bokoum. Elle a enregistré la présence des membres du gouvernement ainsi que plusieurs invités. Les résultats proclamés par le président du jury sont les suivants. La région de Ségou se classe première avec 100 points sur 200. La deuxième place est revenue à la région de Bougouni et la région de Djoïla s'est adjugée la troisième place. Ces deux dernières régions participent pour la première fois à la Biennale artistique et culturelle, tandis que Ségou est une région habituée au premier rôle dans ce grand rendez-vous artistique et culturel. Un prix spécial a été décerné à Madame Walette Fenda, 72 ans, la participante la plus âgée de la Biennale. Elle est de la troupe de Menaka. Le plus jeune participant, Moussa Maïga, 13 mois, de la région de San, a lui aussi reçu un prix spécial. Les recommandations des membres du jury portent sur l'institutionnalisation de la Biennale, la réglementation des captures de son et images. Le jury a recommandé aussi que le podium passe de 3 à 5 lauréats, que le nombre de jours soit augmenté, que la cérémonie d'ouverture soit mieux soignée et que le règlement intérieur soit relu. Dans son intervention, le ministre de la
l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme a rendu hommage à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce grand rendez-vous culturel dans la Venise malienne. Andongoli Guindo s'est réjoui que pendant 10 jours et 10 nuits, dans la communion totale, les jeunes du Mali ont affiché leur attachement à la nation malienne, à son unité dans la diversité. Andongoli Guindo, qui a particulièrement remercié la population de Mopti, les forces de défense et de sécurité et les partenaires dans l'UNESCO pour le travail abattu pour que cette biennale puisse répondre aux attentes. En procédant à la clôture du rendez-vous de Mopti, le Premier ministre a lui aussi salué les jeunes du Mali pour avoir entendu l'appel du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, celui au sursaut patriotique. Dr Choguel Kokala Maïga, qui s'est dit satisfait de la forte mobilisation de tous les acteurs, plus particulièrement les populations de la ville de Mopti et les artistes, qui ont ainsi démontré leur attachement à la culture malienne. Le chef du gouvernement a salué le Burkina Faso et la République du Congo, deux pays frères qui nous ont fait l'honneur de leur amitié, par une présence remarquable à cette biennale artistique et culturelle. La prochaine biennale artistique et culturelle aura lieu à Tombouctou en 2025.